StudyGate Digital Learning Technologies. Les états septiques graves. Alors, avant de commencer le cours, il faut savoir qu'il y a des notions à oublier. Il y a donc l'ancienne classification, le syndrome de réponse inflammatoire systémique, le sepsis sévère ou sepsis grave. Selon les anciennes définitions, c'est à oublier. Et si on parle des états septiques graves actuellement, c'est uniquement deux entités. Il y a le sepsis et l'état de choc septique. Alors, la définition de sepsis, c'est une dysfonction d'organes secondaire à une réponse inappropriée de l'hôte envers une infection. Et la définition opérationnelle du sepsis, ça repose maintenant sur un score. C'est ce qu'on appelle le score de SOFA ou Sequential Organ Failure Assessment. Alors, le score de SOFA, à partir d'un score supérieur ou égal à 2 ou augmentation plus de 2 points si la dysfonction d'organes elle préexiste avant l'infection. Dans ce cas, on va parler du sepsis. Pour le score de SOFA, il ne faut pas l'apprendre. Juste, je vous donne donc des idées sur les items. Il y a donc les variables, la respiration, donc c'est la pression artérielle de l'O2 sur la fraction en oxygène de l'O2 inhalé, la coagulation par les plaquettes, la fonction hépatique par le taux de bilirubine au micromole, l'état hémodynamique jugé par l'hypotension, l'état neurologique par le score de Glasgow et la fonction rénale par la créatininémie au micromole. Donc, c'est les items. Et il faut savoir qu'il y a un mini-score, c'est ce qu'on appelle le Q-SOFA ou Quick SOFA qui est plus facile à assimiler. Ça permet d'identifier les patients à risque de présenter un sepsis chez les patients qui sont hospitalisés en réanimation. Et l'intérêt c'est le dépistage et le diagnostic précoce des états septiques qui est primordial pour le pronostic. Donc, le Quick SOFA fait 3 paramètres: la polypnée, fréquence respiratoire supérieure ou égale à 22, l'hypotension par une systolique inférieure à 100 mm de mercure et l'altération de l'état mental. Et à partir de 2 des 3 critères, on va donc suspecter le sepsis. Pour le choc septique, la nouvelle définition, c'est 4 critères. Le premier critère, c'est un sepsis documenté. Le deuxième critère, c'est la nécessité des vasopresseurs pour maintenir une pression artérielle moyenne supérieure ou égale à 65. Troisième critère, c'est une lactatémie supérieure à 2 mmol par litre. Et quatrième critère, ça suppose la correction de toute hypovolémie. Sur le plan épidémiologique, il faut savoir que les états septiques graves, donc c'est le sepsis et le choc septique, ça représente 20% des admissions en réanimation et c'est la première cause de décès en milieu de réanimation. Donc c'est une urgence diagnostique et thérapeutique et le pronostic il est généralement mauvais. Sur le plan infectieux, donc, les principaux agents pathogènes, en premier lieu, c'est les BGN, les bacilles gram négatifs, surtout donc l'Escherichia coli, le Pseudomonas aeruginosa, le biocyanique et la Klebsiella pneumoniae. En deuxième lieu, c'est le staph qui est un coccigramme positif. Donc on a le staph MITI-S, mais attention à l'augmentation de la fréquence des staph MITI-R. Et en troisième lieu, c'est le pneumocoque. À côté de ça, donc on peut avoir des champignons, donc les infections mycosiques, les candidémies et les infections aspergillaires, des infections parasitaires et des infections virales qui peuvent être aussi responsables des états septiques graves. Et il faut savoir que les bactéries gram négatives vont porter sur leur paroi des endotoxines, surtout les lipopolysaccharides, LPS, les fameux, donc vont être responsables du choc endotoxinique. Par contre, les coccigrammes positifs vont sécréter généralement des exotoxines, qui par exemple le staphylocoque qui peut sécréter la toxine TSST responsable du choc toxique et des fasciites nécrosantes graves. Alors, sur le plan physiopathologique, c'est une grande partie de la physiopathologie. Déjà, vous risquez d'avoir plusieurs questions sur cette partie, donc il faut bien l'apprendre. Il y a la partie thérapeutique, les deux parties phares.
Ou d'ailleurs, la physiopathologie, ça ouvre beaucoup de perspectives ou fait beaucoup de recherches. Alors, on va la simplifier. Donc, l'état septique va commencer par, bien sûr, l'invasion d'un germe, donc, au niveau des sites de l'organisme qui sont supposés stériles. Alors, il y aura fixation donc des germes au niveau de récepteurs TLR. Les récepteurs, c'est les récepteurs toll-like, qui sont exprimés à la surface de plusieurs cellules de défense, surtout les cellules de première ligne, et donc l'immunité innée, les macrophages, les polynucléaires neutrophiles, les cellules endothéliales aussi, mais aussi les cellules de l'immunité adaptative, les lymphocytes T et B. Où là donc les germes vont se fixer sur le TLR, vont être reconnus par le TLR via donc des motifs répétés, les humal pumps. Donc une fois donc la fixation, il y aura bien sûr toute une cascade inflammatoire qui va être donc responsable d'abord d'un état pro-inflammatoire, mais vous êtes associé à un état anti-inflammatoire. C'est un mot-clé à la il y a activation de l'inflammation, à la fois il y a inhibition de l'inflammation, en quelque sorte. Ça explique parfois, les états de choc septique, il y a une immunodéficience ou réactivation virale de certains virus latents, comme l'herpès, etc. Donc, il y aura activation du système de défense cellulaire. Donc, les macrophages, l'activation des macrophages va être responsable donc de sécrétion des cytokines pro-inflammatoires, surtout l'interleukine 1, 2, 6, 8 et le TNF-alpha. Il y aura aussi une adhésion des phagocytes aux cellules endothéliales et ça va entraîner par effet direct donc une augmentation de la perméabilité capillaire et modification du tonus vasculaire. Dans ce cas, c'est surtout une vasoplégie, donc il y aura une relaxation et une diminution des résistances vasculaires systémiques. L'endothélium lui-même, il est aussi activé, donc la cellule endothéliale va produire le monoxyde d'azote et les prostaglandines vasodilatatrices, surtout la PGI2 et la prostacycline en excès, ce qui va exercer un effet vasodilatateur important par relaxation du muscle lisse et donc une vasoplégie. L'endothélium va libérer des cytokines anti-inflammatoires. L'interleukine 4, l'interleukine 10. Donc l'endothélium va essayer donc de lutter contre l'inflammation. Il y aura tout de même une activation des polynucléaires, surtout les polynucléaires neutrophiles, qui vont sécréter le PAF, le Platelet Activating Factor, qui va augmenter l'agrégation des plaquettes. Il va entraîner une activation donc de la cascade de coagulation, donc un dépôt de fébrine. On a aussi une activation des lymphocytes type NK, Natural Killer, qui vont sécréter encore l'interféron gamma. Donc, les cellules qui sont vraiment impliquées dans la défense immunitaire innée. Mais bien sûr, une activation aussi de l'immunité adaptative, les lymphocytes B et les lymphocytes T, qui est moins importante. Deuxièmement, il y a une activation du système de défense humoral. Et là, c'est le rôle important du complément sérique. Donc, il y aura surtout l'activation de la voie alterne avec libération dans la circulation de la fraction C3A et C5A. Ils ont un rôle chimiotactique, vont donc attirer les PNN vers le site de l'infection et activer donc les phénomènes phagocytaires. Ils vont aussi activer les mastocytes qui ont un rôle modeste dans le choc septique. Ils vont être responsables d'histamine et des bradykinines. Et encore, ils vont aggraver la vasodilatation. Donc au total, sur le plan conséquences, on aura des conséquences à l'échelle macro-circulatoire, à l'échelle de la microcirculation, ainsi qu'à l'échelle cellulaire. Donc on va commencer à l'échelle macro-circulatoire, qui marque l'importante vasodilatation sous l'effet des prostaglandines, du monoxyde d'azote, du bradykinine et de l'histamine. On aura une vasoplégie avec effondrement des résistances. Au niveau du site de l'inflammation, ça sera généralisé à tout l'organisme. On aura aussi un syndrome de fuite capillaire. En fait, on a une hyperperméabilité endothéliale qui est donc l'endothélium, il est en état de sidération et de dysfonction.
Donc on aura une fuite exsudative au niveau de l'interstitium des capillaires et cette vasoplégie et fuite capillaire vont entraîner ce qu'on appelle une hypovolémie relative. Mais il faut savoir qu'on a aussi une part vraie de l'hypovolémie vu la présence de fièvre, donc les déperditions hydriques, et parfois la présence de diarrhée et des vomissements. Donc l'hypovolémie, elle est doublement vraie et relative. À l'échelle de la microcirculation, les conséquences donc sont très graves. En fait, il y a une maldistribution du débit sanguin qui est expliquée par 4 phénomènes. D'abord, la densité capillaire là où il est très réduite. Quand on a la spectrométrie, il y a en sublingual, le réseau capillaire, il est chez un patient en état de choc septique, il est pauvre par rapport à un sujet normal. Donc le sang ne passe pas bien. En effet, il faut savoir qu'il y a une diminution de la déformabilité des hématies, donc la traversée capillaire, elle devient difficile. Il y a une ouverture des chantres artério-veineux sous l'effet de la monooxyde d'azote synthase. Donc le sang va chanter les capillaires et il y aura des microthrombes fibrino-cryoriques au niveau des capillaires de petit calibre qui vont encore interrompre le passage du sang. Donc le sang ne passe plus dans les capillaires, va passer directement des artérioles vers les vénules. À côté de ça, on a une baisse importante de l'extraction de l'oxygène à l'échelle cellulaire. Et ceci est expliqué par la présence des anomalies et de dysfonctionnements au niveau de la chaîne respiratoire mitochondriale. Donc c'est à l'échelle cellulaire. Et ça va entraîner une hypoxie cellulaire et une déviation du métabolisme vers l'anaérobie, donc l'acidose métabolique lactique. Une autre constatation physiopathologique, c'est l'activation du système procoagulant. Alors il faut savoir qu'il y a activation des cellules endothéliales qui perdent leur fonction anticoagulante et vont être tapissées par le facteur 7 en excès qui va activer surtout la voie extrinsèque. En plus, il y a un dépassement du système fibrinolytique. Les activateurs de la plasminogène vont être en déficit, d'où l'activation de la cascade de coagulation. En plus, il y a inhibition des systèmes anticoagulants naturels, donc déficit en protéine C et diminution de l'antithrombine 3. Cela donc va être à l'origine d'une activation du système procoagulant, d'où les thrombines, les fibrino-cryoriques qui vont essayer encore de colmater l'infection, mais en fait vont aggraver l'hémodynamique au niveau de la microcirculation. Alors, les conséquences viscérales, on va commencer donc par la dysfonction d'organes. Au niveau pulmonaire, donc, on aura l'OAP lésionnelle par atteinte donc, de la barrière alvéolo-capillaire. C'est le syndrome de détresse respiratoire de l'adulte qui va être responsable d'exsudat alvéolaire riche en protides et donc des anomalies ventilatoires importantes séquelaires de fibrose. Donc l'atteinte pulmonaire, elle est grave. Et elle est due aussi bien aux germes, donc parfois aux toxines, mais surtout à la réaction inflammatoire. Deuxièmement, l'atteinte rénale. L'atteinte rénale, elle est la plus fréquente, présente chez la moitié des patients en état de choc septique. Alors, on a l'insuffisance rénale fonctionnelle, certes par hypoperfusion, mais aussi on a la nécrose tubulaire aiguë endotoxinique, surtout dans l'état de choc secondaire au bacille gram négatif. On a aussi les médicaments toxiques. C'est un facteur très important sur le plan pronostic et ça va nécessiter dans 10 à 20% des cas une épuration extra-rénale. L'atteinte digestive, alors, c'est une atteinte qui est précoce et importante, mais généralement asymptomatique. Elle est liée à une hypoperfusion, donc ischémie de la muqueuse. Elle est importante au cours des états de choc endotoxiniques liés au bacille gram négatif qui vont agir directement via leur endotoxine et entraîner des lésions hémorragiques et nécrotiques au niveau de la muqueuse digestive. C'est ce qu'on appelle les entérocolites nécrosantes. Les conséquences cérébrales sont souvent aussi précoces.
surtout l'agitation, la confusion liée à l'hypoperfusion. Et puis, on aura l'œdème cérébral qui va compliquer l'acidose métabolique et ensuite l'encéphalopathie septique qui est très grave. Au niveau du cœur, alors on aura deux phases. D'abord, la phase d'adaptation, on a une décharge adrénergique massive, donc une phase hyperkinétique. Mais il faut savoir que il y a plusieurs cytokines qui sont cardiotoxiques qui vont entraîner une cardiopathie, parfois irréversible, donc une cardiomyopathie dilatée d'origine septique, d'évolution défavorable. Au niveau du foie, donc, on a aussi un foie qui est hypoxique, donc on aura des lésions surtout au niveau centrolobulaire. Alors, pour les biomarqueurs, surtout, on a les transaminases qui vont s'élever. La bilirubine, oui, mais c'est un mauvais marqueur. Et on a la baisse donc, de la synthèse protéique hépatique, surtout la baisse donc, du TP. Deux autres conséquences d'ordre métabolique, l'hyperglycémie qui est quasi constante au cours des états septiques liés à plusieurs phénomènes tels que les hormones du stress. On a aussi une hypoinsulinémie pancréatique et une résistance à l'action de l'insuline. Et deuxièmement, c'est l'insuffisance surrénalienne relative. Sur le plan clinique, alors on a l'association donc des signes de choc, l'hypotension donc inférieure à 90 mm de mercure avec une diastolique qui est basse, donc on a un élargissement de la différentielle liée à la vasoplégie, la tachycardie donc mais le pouls rapide et filant, les signes d'hypoperfusion tissulaire, les extrémités froides, cyanosées, marbrures. Là surtout, une phase initiale liée à l'hypovolémie. Mais dès qu'on corrige la volémie, on aura le profil hémodynamique caractéristique du choc septique ou ce qu'on appelle le choc chaud. Donc la disparition des marbrures et la peau devient chaude et moite. À côté de ça, on a le syndrome infectieux, donc une fièvre, mais dans 10 à 20% des cas, une hypothermie, à calme 36, et des frissons. Là, bien sûr, il faut faire des hémocultures. On a aussi des signes parfois en rapport avec la porte d'entrée. Une toux productive, crachat purulent en cas de pneumopathie, des brûlures mictionnelles si infection urinaire, une plaie infectée, un purpura pétéchial en cas de méningococcémie. Alors, au niveau des examens complémentaires, il faut faire des examens qui vont confirmer l'infection. Donc, NFS, CRP, procalcitonine, les hémocultures. Il faut chercher donc la porte d'entrée et les localisations secondaires, donc la radiothorax, les CBU. Parfois un prélèvement trachéal, le lavage broncho-alvéolaire aussi. Et en deuxième intention, parfois donc l'échographie abdominale à la recherche d'un foyer profond, voire une TDN. À côté de ça, il faut faire des examens pour évaluer le retentissement du choc, donc la gazométrie artérielle, le dosage du lactate, la fonction rénale, la fonction hépatique, le bilan d'hémostase et la glycémie. Alors pour le monitorage, il n'est pas toujours indiqué, il est indiqué en cas de doute diagnostique sur la nature infectieuse du choc, et là c'est fréquent, donc situation complexe sur un terrain de cardiopathie sous-jacente, c'est un choc à double composante, septique cardiogénique, là il faut monitorer et pour évaluer la réponse au traitement. Donc là, on indique toujours les moyens non invasifs, l'échographie cardiaque surtout, et les moyens invasifs, le cathéter artériel, le cathéter de soins gaz pulmonaire et la PICO. Donc le profil hémodynamique habituel du choc septique, les deux phases, on a la phase hyperkinétique caractéristique. Donc l'index cardiaque ou le débit cardiaque, il est élevé. Donc علاش لنا الPVC, pression veineuse centrale هابط على خاطر bien sûr عندي un état d'hypovolémie. Bien sûr les résistances vasculaires effondrées vu la vasoplégie et il ne faut pas oublier la consommation d'oxygène qui est basse aussi. Donc la différence artérielle veineuse aussi elle est basse. On a aussi la SVO2 qui est élevée. Donc là la pression artérielle elle est normale ou légèrement diminuée. Alors, cette deuxième phase, la phase hypokinétique, là, on a l'insuffisance cardiaque, donc le débit cardiaque va s'effondrer, la pression veineuse centrale va être normale ou augmentée, donc la papo aussi va augmenter et la pression artérielle, elle est effondrée. Alors, on a un objectif bactériologique, c'est distinguer l'infection communautaire de l'infection nosocomiale.
On rappelle, les infections communautaires, alors la définition c'est des infections qui surviennent en extra-hospitalier ou durant les 48 heures d'hospitalisation, donc qui étaient au moment d'incubation lors de l'hospitalisation déjà. Les infections alors nosocomiales, c'est des infections qui surviennent plus de 48 heures après l'admission. Mais il y a des exceptions. Il y a les infections à incubation longue, par exemple les atypiques, surtout la légionellose. Les infections du site opératoire, alors dans les 30 jours, c'est une infection du site opératoire. Et parfois, si un matériel étranger, qui est l'endocardite par exemple sur prothèse, c'est 1 an. Alors, quels sont les éléments qui orientent vers une infection par une BMR, c'est-à-dire une bactérie multirésistante? Il faut apprendre. Là, je me dis question croque. Donc, on a le séjour hospitalier plus que 2 jours durant les 3 derniers mois, une prise d'antibiotiques durant les 3 derniers mois, l'haute incidence de BMR dans l'unité de soins, donc dans l'écologie du service, les antécédents d'infection par BMR, l'antécédent de chirurgie cardiaque valvulaire au moins de 1 an, les patients dialysés ou diabétiques et les vivants dans les institutions et les maisons de retraite, et ceux qui sont exposés à un dispositif invasif tel qu'un sondage urinaire, un cathé vasculaire, une intubation, trachéotomie. Attention, l'immunodépression et l'âge avancé, ce ne sont pas des éléments qui orientent vers une BMR. C'est plutôt des facteurs de risque sceptiques. Passons maintenant à la partie la plus importante, liée à la prise en charge thérapeutique. Et là, le principe fondamental du traitement, c'est le Early Goal Directed Therapy. Donc, il faut faire très vite. Alors, le traitement, donc on dit le traitement symptomatique et le traitement étiologique. Le traitement symptomatique, il est très important. C'est le traitement de l'état de choc. Donc, l'oxygénation par masque ou parfois une ventilation mécanique qui permet de diminuer le travail ventilatoire, la consommation en O2. Là, c'est indiqué en cas de syndrome de détresse respiratoire, surtout de l'adulte, les SDRA. Le deuxième pilier, c'est le remplissage vasculaire précoce. Et le troisième pilier, c'est les amines vasopressives. Alors, pour le remplissage vasculaire, il doit être précoce. Quelles sont les solutés de remplissage qu'on peut utiliser? C'est une question classique, GIF-LQCM. Donc, surtout les cristalloïdes, donc le sérum physiologique, salé isotonique, voire le ringer lactate. Les colloïdes naturels, AKO, les colloïdes de synthèse sont néphrotoxiques et sans intérêt. Donc, colloïdes naturels, l'albumine, que ce soit à 4% ou à 20%. Alors, le sérum phy, c'est 30 ml par kilo dans les 30 premières minutes. Et on peut donc renouveler le remplissage si on n'a pas atteint les objectifs. Et pour les objectifs, donc, dans les 6 premières heures, il faut avoir une PVC donc, entre 8 et 12 mm de mercure, une PAM supérieure ou égale à 65 mm de mercure, mais attention, ce n'est pas valable chez les patients hypertendus, généralement c'est supérieur à 75, vu que l'autorégulation cérébrale elle est décalée vers la droite. Il faut avoir un débit urinaire supérieur ou égal à 0,5 ml par kilo par heure, une saturation veineuse en O2 sur le sang veineux mêlé supérieur ou égal à 65%. C'est le reflet de la quantité d'O2 non extraite par les tissus, donc au niveau de l'artère pulmonaire, par le cathé Swan-Ganz, ou une saturation veineuse centrale en O2 supérieure à 70% si on fait un cathé veineux central. Juste là, donc, il faut apprendre la formule de SVO2. J'ai mis l'équation de Fick. Pour rappeler l'équation de Fick, c'est la consommation d'oxygène égale donc le débit cardiaque fois le contenu artériel O2 moins le contenu veineux en O2. Et le contenu artériel en O2, c'est la saturation en O2 de l'hémoglobine fois 1,34 fois la concentration en hémoglobine, plus PaO2 fois 0,03. Donc c'est l'oxygène dessous et l'oxygène lié à l'hémoglobine. Et donc l'équation totale de Fick, si on néglige la quantité d'oxygène dessous dans le sang, la VO2 égale donc le débit cardiaque fois 1,34 fois l'hémoglobine fois la saturation artérielle en O2 moins la saturation veineuse en O2. Donc la SVO2 doit aller égale la saturation artérielle en O2 moins
VO2 sur le débit cardiaque fois l'hémoglobine fois 1,34. Donc la SVO2 elle est proportionnelle à la saturation artérielle en O2, au débit cardiaque, à l'hémoglobine et inversement proportionnelle à la consommation en oxygène, la VO2. Donc avec Alish, la SVO2 elle paraît comme un élément important et la SVO2 donc elle est presque équivalente à la SCVO2 qui est accessible aux mesures qu'on a un caté donc central, c'est presque équivalent. Et avec Alish donc c'est un objectif important à atteindre au cours des 6 premières heures. Alors pour les vasopresseurs, sont indiqués d'emblée si la diastolique inférieure à 40 ou bien si la PAM reste inférieure à 65 malgré un remplissage adéquat. Là, le vasopresseur de référence c'est la noradrénaline. Pour la dobutamine, راهو ما عندهاش حتى effet في الفاز الأولانية هذه. وقتاش on va utiliser la dobutamine? Seulement si, en dépit de la correction de l'hypovolémie, on a une saturation veineuse en O2 qui est toujours basse. وقتها donc, c'est que le débit cardiaque peut probablement il est bas. Donc, il faut utiliser la dobutamine. Ou bien si on a une dysfonction cardiaque qui est attestée à l'échographie cardiaque, on peut utiliser l'inotrope positif. Bien sûr, si on n'a pas atteint encore l'objectif tensionnel, l'albumine, par exemple l'albumine 20% à 200 ml. Et il ne faut pas oublier l'insuffisance surrénalienne relative, donc les corticoïdes, surtout les misixunat d'hydrocortisone, 200 mg par jour pendant 5 jours. Pour la transfusion, alors, si on a, puisque la SCVO2 elle est aussi liée à l'hémoglobine, l'objectif généralement c'est 8 à 9 grammes d'hémoglobine en fonction de la tolérance. Et généralement, il ne faut pas dépasser une hématocrite à 30%. Il faut savoir aussi qu'on peut actuellement utiliser la vasopressine liée à l'ADH. Donc, NGFQCM, il faut la cocher comme agent vasopresseur, surtout dans les chocs réfractaires. Et il ne faut pas oublier le monitorage qui est très important par les moyens non invasifs d'abord, la diurèse, le taux de lactate, l'échographie cardiaque et les moyens invasifs. Donc, si on va faire un cathé veineux central, c'est la SCVO2 avec la PVC. Le deuxième volet de traitement qui est très important, c'est l'antibiothérapie. Et elle doit être urgente au cours de la première heure. C'est ça l'objectif. Donc, dès qu'on a les prélèvements microbiologiques, les homocultures, on commence l'antibiothérapie probabiliste. Où là, il faut faire attention à le premier choix d'antibiotiques, il est très important. Quand on a un choix oral d'antibiotiques, il y a aussi un facteur de surmortalité. Donc, il faut bien raisonner en fonction de la porte d'entrée. Il faut élargir le spectre. Là, c'est une question croque. On va associer plusieurs antibiotiques. 3 intérêts, effet synergique, élargir le spectre et éviter l'émergence de souches. C'est une question qui est répétée toujours. Et bien sûr, quand il y a une porte d'entrée chirurgicale, il faut la traiter. Une autre mesure qui a augmenté la survie et la prise en charge de l'état de choc septique, c'est le contrôle glycémique. Il faut alors maintenir une glycémie inférieure à 1,8 g par litre. Et à partir de 1,8, il faut utiliser l'insuline par voie intraveineuse ou pousse-seringue électrique. StudyGate, Digital Learning Technologies.